Alors bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à quelques outils qui vont nous permettre d'étudier rapidement les variations d'une fonction, ce qui vous permettra quand on vous présentera une fonction de pouvoir la tracer rapidement et savoir dire comment est-ce que elle évolue, ce qui a beaucoup d'utilité en physique-chimie. Alors par exemple, on va s'intéresser, donc à chaque fois je vais dire des éléments théoriques sur les outils qu'on va pouvoir utiliser, et ensuite je ferai une petite application pour une fonction qui va nous suivre tout au long de cette vidéo. Et j'ai choisi comme fonction la fonction exponentielle de moins x carré, qui a une forme gaussienne. On appelle ça parfois une fonction, elle fait partie des fonctions gaussiennes. D'accord, donc c'est une gaussienne. Et puis vous verrez vous verrez au cours de votre formation qu'elle apparaît dans de nombreuses situations et qu'elle est très utile. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est s'intéresser au domaine de définition de la fonction. Domaine de définition. D'accord? Donc c'est-à-dire quelles sont les valeurs que x peut prendre et auxquelles on peut appliquer la fonction f. Donc là en l'occurrence en fait à la place de x on peut mettre n'importe quel réel. Donc en ce qui concerne ma fonction f, on peut dire que f est défini sur l'ensemble des réels. F est défini sur R. Alors c'est pas toujours le cas de toutes les fonctions. Si par exemple je m'intéresse à la fonction g qui a x associe 1 sur 1 moins x par exemple, elle n'est pas définie sur R puisque elle n'a pas le droit d'être évaluée en 1. Pourquoi? Parce que en 1, g de x tend vers l'infini. Elle tend vers plus l'infini si x tend vers 1 par valeur négative et vers moins l'infini si x tend vers 1 par valeur positive. Donc ici, ce serait défini sur R privé de 1. C'est ce qu'on écrit de cette façon là. Si ma fonction c'était le logarithme népérien de x par exemple, et bien de la même façon c'est pas défini sur R tout entier, mais ce n'est défini que sur R privé de 0, ce qu'on appelle parfois R étoile, puisque en 0 c'est pas défini, en 0 ça tend vers moins l'infini. Et en plus, il faut que ce soit des réels qui soient strictement positifs. Donc c'est défini sur R plus étoile. Donc voilà, ça c'est la première chose. La seconde chose à laquelle on peut s'intéresser, c'est la parité de la fonction. Donc la parité de la fonction, ça veut dire qu'on va évaluer la fonction en moins x et on va regarder le résultat. Alors, si f de moins x est égal, donc si f de moins x est égal à f de x, on va dire que f est pair. Alors on dit que f est pair. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je trace donc dans un repère x ou y, donc si j'évalue la fonction, on va dire que je l'évalue en x, hein. Si je l'évalue en une certaine valeur x, donc en x, la fonction est égale à f de x, et bien en moins x, elle est égale à la même valeur. Elle est égale aussi à f de x. Autrement dit, j'ai la même valeur de part et d'autre de l'axe OY ici. Donc là c'est OY, c'est l'axe OY. J'ai la même valeur. Ce qui veut dire que l'axe OY est un axe de symétrie pour la fonction. Donc ça veut dire que si ma fonction, par exemple, elle fait quelque chose comme ça, eh bien, j'ai forcément symétrie par rapport à l'axe OY, et donc elle doit faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais essayer de le dessiner, je ne dessine pas forcément très bien à main levée, là, comme ça, mais forcément, c'est symétrique. Donc j'ai la même chose des deux côtés. Si maintenant, quand j'évalue f de x, j'obtiens
moins f de x, ben dans ce cas-là, on dit que f est impair. Et alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe le contraire, c'est-à-dire que quand j'évalue f en x, eh bien j'ai f de x alors que quand je l'évalue en moins x, eh bien j'ai moins f de x. Et ça, c'est donc autant ici j'avais une symétrie par rapport à l'axe OY, ici je vais avoir ce qu'on appelle une antisymétrie. Une antisymétrie par rapport à l'axe OY. Ça veut dire que non seulement, en fait, ça veut dire que la fonction, disons, va avoir la même forme, mais en négatif. Donc, on va faire quelque chose plutôt comme ça. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de fonction antisymétrique ou impair. Donc une fonction impair, on l'appelle parfois fonction antisymétrique, alors qu'une fonction paire, on va l'appeler parfois fonction symétrique. Donc voilà. Alors en ce qui concerne ma fonction exponentielle de moins x carré, f de x donc égale exponentielle de moins x carré, eh bien je l'évalue en moins x. J'ai exponentielle de moins x au carré, ça me donne moins x au carré, ça me fait x carré. Donc j'ai exponentielle de moins x au carré, et ça c'est égal à f de x. Donc ma fonction est paire. Ce qui veut dire que j'ai juste besoin de la connaître sur l'intervalle 0 plus l'infini, et je peux en fait par symétrie miroir la dessiner sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors la troisième chose à laquelle on peut s'intéresser, ce sont ses limites. Alors s'intéresser à ces limites, ça dépend un peu de la fonction à laquelle la fonction qu'on a étudiée. Mais généralement, ça veut dire regarder en moins l'infini, regarder en plus l'infini, éventuellement en 0, et tout point particulier. Tout point particulier. Donc ça dépend un peu de la fonction. Par exemple, la fonction 1 sur 1 moins x, on est d'accord que 1 est un point particulier de cette fonction-là. Donc on a envie de l'étudier au voisinage de 1, cette fonction, parce que c'est un endroit où elle n'est pas définie. Donc on veut savoir, quand on est un peu inférieur à 1, que fait la fonction, quand on est un peu supérieur à 1, que fait la fonction. Alors en ce qui concerne notre fonction, eh bien on va surtout regarder quand x tend vers moins l'infini, donc exponentielle de moins x carré quand x tend vers moins l'infini, x carré va tendre vers plus l'infini, donc moins x carré va tendre vers moins l'infini, et exponentielle en moins l'infini, ça tend vers 0. De la même façon, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins x carré, eh bien x carré, quand x tend vers plus l'infini, x carré tend vers plus l'infini, donc moins x carré tend vers moins l'infini, et du coup exponentielle de moins l'infini, ça tend toujours vers 0. Et en fait, vous auriez pu dire, bien sûr, évidemment, que ça tend vers 0, puisque la fonction est paire, donc elle est symétrique par rapport à l'axe OY, donc si elle tend vers 0 en plus l'infini, forcément elle doit tendre vers 0 en moins l'infini. Donc ça c'était un peu évident. Alors on peut évaluer ce qu'elle vaut en 0, on sent que ça va être un peu particulier en 0. F de 0 c'est égal à exponentielle de 0, et on sait que exponentielle de 0 c'est égal à 1. Donc on sait qu'elle vaut 1 en 0. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'elle croît pour arriver en 0? Est-ce qu'elle décroît pour arriver en 0? Est-ce que 0 c'est un maximum, un minimum? On ne sait pas tout ça. Et donc, pour pouvoir étudier ces choses-là, on va s'intéresser aux dérivés de la fonction. Donc s'intéresser aux dérivés d'une fonction, ça veut dire regarder déjà la dérivée première. Alors pourquoi ça peut être intéressant d'avoir des informations sur la dérivée première? Parce que en fait, si la dérivée première de f est strictement positive, alors ça veut dire que f est strictement croissante. Strictement croissante.
strictement croissante, ça veut dire qu'elle atteint jamais un palier, quoi. Elle est vraiment en train de croître, c'est-à-dire que pour en tout point, avec les x qui croissent, la fonction va forcément prendre des valeurs qui sont supérieures, qui sont forcément croissantes. Si j'ai f' de x qui est strictement négatif, alors f est strictement décroissante. Et si f' de x égale 0, alors ça veut dire que en x, f passe par un extrémum. Alors, il y a différents types d'extrémums, c'est-à-dire que parmi les extrémums, il peut y avoir un maximum, donc je vais vous lister les extrémums. Il y a les maximums, donc les maximums c'est quand la fonction fait ça par exemple, d'accord. Donc là imaginons que je sois au voisinage d'un point particulier qui est x0, et bien ici f, donc ça c'est ma fonction f, hein, elle passe par un maximum en x0, et donc de ce côté-là, vu que la fonction est croissante, j'ai f' qui est positif. Là, la fonction est décroissante de ce côté-là, donc j'ai f' qui est négatif. Et là, je passe par un maximum. Bien, elle était avant x0, f' était positif, après elle est négative, et ici, elle passe forcément par 0. La dérivée passe par 0. D'accord ? Ensuite, parmi les extrémums, j'ai également les minimums. Donc, les minimums, c'est quand la fonction fait quelque chose de ce type. D'accord ? Donc, imaginons que en x0, elle passe par un minimum. Ben là, j'ai également une annulation de la dérivée. J'ai f' en x0 qui est égal à 0. Là, la fonction était décroissante, ce qui veut dire que, en fait, contrairement au cas précédent, f' ici est négatif. Vu que là, f est croissante, eh ben, j'ai f' qui doit être positif. Et j'ai un autre type d'extrémum qui est ce qu'on appelle un palier. Donc ça, c'est également un lieu d'annulation de la dérivée. Et donc, dans ces cas-là, on a la fonction f qui fait ça. Donc ici, j'avais f', donc imaginons qu'on soit en x0 là. J'ai f' qui est positif parce que c'est croissant. Là, j'ai une annulation de f'. Et après, bah, j'ai f' qui est positif également. Donc elle est toujours positive, mais elle s'annule en x0. Et ça fait ce qu'on appelle un palier. Alors pour pouvoir distinguer tous ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est on peut parfois, ça marche pas toujours, ça marche dans certains cas, on peut calculer la dérivée seconde. D'accord ? On regarde la dérivée seconde en x0. Et bien, puisque ici j'avais une fonction qui f' qui était positive, qui s'annule et qui ensuite devient négative, et bien en fait il y a de fortes chances que je sois dans une situation où f' en fait est décroissante. D'accord ? Là j'ai f' décroissante. F' décroissante au voisinage de x0. Et donc ça veut dire que en x0, j'ai f seconde de x0, puisque f' est décroissante, qui est négative. Et de la même façon, ici, vu que j'avais f' de 0 qui était négatif avant x0, elle s'annule et puis elle devient positive, et bien en fait j'ai f' qui est croissante dans ce cas-là. F' croissante. Et dans ce cas-là, si f' est croissante, ça veut dire que la dérivée de f', qui est f seconde, en x0, elle est strictement positive. Autrement dit, si je suis dans une situation où en x0 j'ai f' qui s'annule, et j'ai f seconde qui est négative, strictement négatif, alors je peux conclure que la fonction passe par un maximum. Si j'ai f' en x0 qui est
égale à 0 et f seconde qui est strictement positif, alors je peux conclure que f' passe par un minimum. Alors, cette situation de palier, c'est une situation où f' est égal à 0. Alors, elle était croissante tout le temps, mais elle s'annule. Donc, c'est quelque chose d'un peu bizarre. C'est typiquement une fonction, par exemple, une fonction qui ferait ça, là, si f' elle fait ça. D'accord? Eh bien, ça, c'est effectivement une fonction qui est croissante, qui s'annule en un point, et puis qui continue de croître. Donc en fait, c'est une fonction, cette fois, quand je prends sa dérivée seconde, ben, ça va être difficile de conclure. La plupart du temps, elle va aussi être nulle. Mais si j'ai les deux qui sont nuls, f' et f seconde qui sont nuls, eh bien en fait, je ne peux pas conclure. Je ne peux pas conclure pourquoi? Parce qu'il y a des situations où on peut avoir une fonction qui passe par un minimum, à un certain endroit, et qui a sa dérivée première ainsi que sa dérivée seconde qui s'annulent, ou je peux avoir des fonctions de ce type-là également, qui vont avoir un palier. Donc je ne peux pas réussir à conclure quand je suis dans une situation où f' égale 0 et f seconde égale 0, je vais avoir du mal à distinguer entre un maximum minimum et un palier. Alors pour ça, il suffit de regarder par exemple la fonction x cube, typiquement, c'est une fonction, on va l'appeler h de x égale x cube, d'accord? Eh bien h' de x c'est égal à 3x carré, bien h' de 0 c'est égal à 0, donc là on se dit bah effectivement on passe par un extrémum en 0, et maintenant si je regarde h seconde de x, bah, c'est égal à 6x, et h seconde de x en 0 c'est égal à 0 aussi. Alors on sait tous que la fonction x cube elle varie de cette façon là à peu près autour de 0. C'est une fonction qui passe par un palier justement. Donc on est dans une situation comme celle-ci. Le problème, c'est qu'il y a d'autres fonctions qui vont avoir une annulation en 0 de leur dérivée première et de leur dérivée seconde. Si je prends par exemple la fonction de g de x égale x puissance 4, ben, la dérivée première, elle est égale à 4x cube. D'accord? Donc j'ai g' de 0 qui est égal à 0. Si je prends la dérivée seconde, eh bien j'ai 3 fois 4, 12, x carré. Et j'ai g seconde de 0 qui est égal à 0. Donc je suis encore dans une situation où la dérivée première et la dérivée seconde s'annulent en 0. Et pourtant, on sait que quand on trace la fonction x à la puissance 4, donc elle ressemble à quelque chose comme ça, hein, je ne la dessine pas très bien, et bien elle passe par un minimum en 0. Elle est forcément plus grande que 0 de part et d'autre de 0. Donc elle passe par un minimum. Donc en fait on ne peut pas conclure généralement quand la dérivée première et la dérivée seconde sont nulles. Par contre on peut conclure si la dérivée première est nulle et que la dérivée seconde est soit strictement positive soit strictement négative. Alors dans le cas de mon exponentielle, j'ai f' de x, alors de ma gaussienne pardon, j'avais f de x qui est égal à exponentielle de moins x carré, donc ça c'était mon exemple. Et bien f' de x c'est égal à la dérivée, donc j'ai la composition de fonctions, c'est la composition de la fonction qui a x associe moins x2, et la fonction exponentielle qui a x associé exponentielle de x. Donc je dois dériver ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle d'abord, et je dois le sortir, donc c'est moins 2x, la dérivée de moins x carré c'est moins 2x, fois la dérivée de exponentielle, qui est exponentielle, évaluée en moins x carré. Voilà. Alors là tout de suite, on voit que le signe de f' de x, en fait, vu que exponentielle de moins x carré c'est toujours positif, c'est toujours strictement positif, eh bien on voit que le signe de f' est donné par le signe de moins 2x. Et donc si x est négatif, alors on a moins 2x qui va être positif, et donc f' de x qui est strictement positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, pour x
appartenant à moins l'infini 0, eh bien j'ai f qui est positif et donc f est croissante. Ok. Donc ça c'est la première chose à faire. Et de la même façon, pour x appartenant à 0 plus l'infini, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire x strictement positif, eh bien j'ai moins 2x qui va être négatif, donc f' qui est négatif, et donc f' est négatif, et donc f est décroissante. Alors maintenant, on va regarder où est-ce qu'elle s'annule, cette fonction f'. Donc f' de x égale 0, quand exponentielle de moins x carré, ça s'annule jamais. Par contre, moins 2x, ça s'annule en 0. Ça s'annule donc quand x est égal à 0. Ce qui veut dire que f' de 0 égale 0, f passe donc par un extrémum en 0. Alors, de quelle nature est cet extrémum? Est-ce que c'est un maximum ou un minimum? Pour ça, il faut calculer la dérivée seconde. Alors peut-être qu'on va pouvoir répondre à cette question en calculant la dérivée seconde. Donc c'est ce qu'on fait. Donc la dérivée seconde de f de x, c'est la dérivée de moins 2x exponentielle de moins x carré. Donc là c'est un produit de deux fonctions, c'est le produit de la fonction moins 2x par la fonction exponentielle de moins x carré. Donc la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Voilà, donc c'est de la forme u fois v, donc je dois d'abord faire u'v. Donc u' c'est moins 2 et v c'est exponentielle de moins x carré. Voilà. Plus uv', donc u c'était moins 2x, donc j'ai moins 2x, fois v', donc v' c'est la dérivée de l'exponentielle de moins x carré. Alors exponentielle moins x carré c'est tout simplement f, donc sa dérivée c'est moins 2x exponentielle de moins x carré. Donc je vais juste multiplier ça par moins 2x exponentielle moins x carré. Et j'obtiens donc moins 2 exponentielle de moins x carré plus 4x carré exponentielle de moins x carré. Et ça, je peux le factoriser, je peux faire une factorisation. Ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser 2 fois exponentielle de moins x carré. 2 fois exponentielle de moins x carré. Donc en facteur de deux termes. Alors ce terme-là, je vais le mettre, cette partie-là, je vais la mettre à droite et cette partie-là à gauche. Donc si j'ai factorisé 2 fois exponentielle de moins x carré, il me reste donc 2 fois x carré. Moins, eh bien, si j'ai factorisé 2 fois exponentielle de moins x carré, il me reste 1. Moins 1. Voilà. Donc f seconde de x qui est égal à ça. Donc f' s'annule en 0, donc j'ai plus qu'à évaluer f seconde en 0. Donc ça veut dire que f seconde en 0, c'est égal à quoi? Exponentielle de 0, ça fait 1, donc c'est 2 fois 1 fois 2 fois 1 fois 2 fois 0, qui est égal à 0 bien sûr, moins 1. Donc c'est égal à 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2. Et donc là je peux conclure f seconde en 0, alors en 0 f seconde est négatif, et donc f passe par un maximum. Voilà. Donc ça fait déjà beaucoup d'informations. Il y a une autre information que, donc ça c'était pour la fonction f en particulier, il y a une autre information qui peut éventuellement nous intéresser, en particulier dans le cadre d'une fonction telle que la fonction gaussienne, c'est ce qu'on appelle les points d'inflexion. Les inflexions. Et les inflexions, ça fait aussi appel à la dérivée seconde. En fait, c'est tous les endroits où f seconde s'annule. Donc si f seconde est égal à 0, eh bien
f passe par un point d'inflexion. Alors qu'est-ce que c'est qu'un point d'inflexion? Eh bien un point d'inflexion, c'est quelque chose qui fait ça. Donc hop, hop, ici, j'ai un point d'inflexion. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que eh bien, la fonction elle croît, d'accord? Et elle croît en fait de plus en plus vite jusqu'à atteindre ce point, et puis après elle ralentit dans sa croissance. On voit bien qu'elle ralentit dans sa croissance, elle croît de moins en moins vite. Et ça, c'est ce qui caractérise un point d'inflexion. D'accord? Donc on peut s'intéresser à quels endroits est-ce que f seconde de x s'annule dans le cas où f de x est égal à exponentielle de moins x carré, donc dans le cas de notre exemple. Eh bien on a calculé f seconde de x, on a vu juste avant que c'était égal à 2 exponentielles de moins x carré facteur de 2x carré moins 1. Et donc, quand est-ce qu'elle s'annule? F seconde de x égale 0, ça veut dire que 2x carré moins 1 est égal à 0. Autrement dit, x est égal à plus ou moins 1 sur racine de 2, ce qu'on appelle aussi plus ou moins racine de 2 sur 2. Ok, donc il y a deux points d'inflexion pour cette fonction-là. Alors là, on commence à avoir beaucoup d'informations sur notre fonction exponentielle de moins x carré. Donc on va pouvoir la dessiner. D'abord, on sait que en plus l'infini, elle tend vers 0. En moins l'infini, elle tend vers 0. En 0, elle est égale à 1. Mais en plus, sa dérivée s'annule. Sa dérivée s'annule. Alors si sa dérivée s'annule, ça veut dire aussi que en 0, ça veut dire que sa pente est nulle. Donc ça veut dire que la tangente à la courbe en 0 a une pente égale à 0. Donc la tangente est une droite horizontale. Et on a vu que f passait par un maximum parce que la dérivée seconde était négative. Donc ça veut dire que la fonction, elle va décroître de part et d'autre de ce point-là. Donc elle va faire quelque chose comme ça. Et le dernier truc qu'on vient de voir, c'est qu'elle a un point d'inflexion en plus 1 sur racine de 2 et en moins 1 sur racine de 2. Donc si j'ai plus 1 sur racine de 2 ici et moins 1 sur racine de 2 là, eh bien j'ai un point d'inflexion. Donc ma fonction, elle fait quelque chose comme ça. Donc c'est-à-dire que elle décroît de plus en plus vite là, puis après elle ralentit. Donc, je suis désolé, je dessine pas très bien. Et là elle va avoir aussi un point d'inflexion. Et donc ces points-là doivent être, même si on s'en rend pas bien compte dans le dessin que je fais qui est assez mal fait, ces points-là, ici, sont des points d'inflexion. Voilà. Alors pour finir, je voudrais juste parler de quelques transformations qu'on peut faire aux fonctions. Je vais en parler de deux essentiellement. Alors le premier type, c'est l'amplification atténuation. Donc ça, c'est quand on multiplie la fonction. Donc on va considérer une fonction g de x qui est la multiplication de f de x par une constante, grand A. Donc je fais a fois f de x. Alors il y a deux cas de figure. Soit a est strictement supérieur à 1, et dans ce cas-là, je vais être dans le cas d'une amplification. Alors
Alors, une amplification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction, donc imaginons que au départ, ma fonction, elle ressemble à ça, par exemple. Et bien, le fait de la multiplier par un nombre qui est strictement supérieur à 1, ça veut dire que chacun des points de cette fonction-là va être multiplié par quelque chose de plus grand que 1, et donc ça va amplifier la fonction. Donc elle va devenir plus grande. Alors bien sûr, aux endroits où elle est maximum, ça va être encore plus flagrant. Et si A est strictement inférieur à 1, eh bien ça va faire ce qu'on appelle une atténuation. D'accord, donc ça veut dire que c'est comme si je la divisais par un nombre plus grand que 1. Donc si j'avais une fonction qui faisait ça, mettons, et bien tout d'un coup, elle est atténuée. Voilà. Alors, un autre type de transformation, c'est la dilatation-contraction. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de, au lieu de considérer la fonction en x, on va la considérer en petit a fois x, par exemple. Donc, il y a deux cas de figure, une fois de plus. Si a est strictement supérieur à 1, donc imaginons que j'ai ma fonction ici. Alors, naturellement, en x, elle est égale à f de x. Bah, cette fois, pour être égale à f de x, la fonction f, quand je l'évalue en a fois x, pour qu'elle soit égale à f de x, il faut que x soit égal à x divisé par petit a. Et puisque a est strictement supérieur à 1, ça veut dire que je le divise par un nombre qui est plus grand que 1. Donc, ça veut dire que ma nouvelle fonction, elle va passer par f de x en x divisé par a. X divisé par un nombre plus grand que 1, qui va forcément du coup être en x plus petit que x sur a, qui est plus petit que x. Donc elle va se retrouver ici. Autrement dit, ce que je fais, c'est que ça contracte, quand je multiplie l'argument, la variable de la fonction par un coefficient qui est strictement supérieur à 1, eh bien ça a l'effet de contracter la fonction et de la rapprocher de l'axe y. D'accord? Donc si on s'intéressait par exemple à la fonction gaussienne, donc le cas de départ ce serait celui-là par exemple, une fonction qui fait ça, par exemple. Eh bien si je multiplie x par une fonction, par un coefficient qui est strictement supérieur à 1, eh bien ça va la contracter, ça va contracter la fonction. F de a fois x. Et à l'inverse, si a est strictement inférieur à 1, donc ça c'est ce qu'on appelle une contraction, et bien à l'inverse, si a est strictement inférieur à 1, ça va faire une dilatation. D'accord? Donc hop, cette fois c'est le contraire. Si j'ai x ici et f de x ici, bah, pour revenir en f de x, il faut pareil que qu'on l'évalue en x divisé par a, sauf que vu que a est strictement inférieur à 1, quand je divise par a, ça va être quelque chose qui est supérieur à x. X divisé par a va être supérieur à x. Donc je vais me retrouver ici en f de x. Et donc, au lieu de contracter, cette fois ça dilate. Et donc, dans le cas de ma gaussienne, si je prends, bah cette fois je vais la dessiner en bleu. Hop, je suis en train de dilater
la fonction. Donc ça c'est pour le cas où a est inférieur à 1. Alors que ça c'était pour le cas où a était supérieur à 1. Une autre façon de le voir, c'est de dire que là, l'axe des x dans la fonction, l'axe de x, je l'ai multiplié par une constante strictement supérieure à 1. Donc c'est comme si en fait j'avais dilaté l'axe x. Donc dilater l'axe x, ça revient à envoyer la valeur de x, de l'envoyer vers la droite ici. Ça revient en fait à contracter la fonction. Donc là, on est bien dans le cas d'une contraction de la fonction. Et à l'inverse, si a est strictement inférieur à 1, quand je multiplie x par petit a, en fait, c'est comme si je contractais l'axe des abscisses. Contracter l'axe des abscisses, ça veut dire envoyer les x vers les petites valeurs ici. Donc ça revient à dilater la fonction. Voilà. Les deux dernières choses que je voudrais vous présenter, c'est d'une part ce qui se passe lorsque c'est la translation en fait. Translation. Il y a deux types de translation. D'accord. Le premier type de translation, c'est quand j'ajoute une constante à la fonction. Donc si je fais par exemple f de x plus b. Alors f de x plus b, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ajouter b à toutes les valeurs prises par la fonction. Donc imaginons que j'ai une fonction qui fasse ça, hop, tac 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 tac. Eh bien, le fait de rajouter b à chacune des valeurs, ça fait que je translate cette fonction d'une valeur petit b. Alors si b est négatif, je la translate vers le bas, si b est positif, je la transfère vers le haut, et du coup c'est une fonction qui va faire ça. Donc j'ai fait une fonction qui était compliquée, donc du coup j'essaye de la reproduire, mais je vais pas bien y arriver parce qu'elle ressemble un peu à un petit gribouillis, mais en gros j'ai translaté d'une quantité b partout. D'accord, donc ça c'est une translation qui est verticale. Translation verticale. Et alors le deuxième type de translation, c'est la translation horizontale. C'est si au lieu de l'évaluer en x, je l'évalue en x moins une valeur, x0 par exemple. Et bien ça veut dire que pour retrouver la valeur en 0, par exemple f quand f de x était évalué en x égale 0, et bien cette fois, au lieu de l'évaluer en 0, pour retrouver la valeur de f de x, donc imaginons que là j'avais f de 0, et bien je vais la retrouver en x égale x0. D'accord? Donc ça va être ici. Et là je vais retrouver f de 0. D'accord? Autrement dit, ma fonction gaussienne, par exemple, qui faisait quelque chose comme ça, bien si au lieu de l'évaluer en x, je l'évalue en x0, donc j'ai f de x moins x0 qui est égal à exponentielle de moins x moins x0 le tout au carré, et bien l'effet de ça, c'est de le translater et de centrer la gaussienne en x égale x0. Et ça, c'est ce qu'on appelle une translation horizontale. Voilà tout ce que j'avais à dire sur les outils. Translation verticale, translation horizontale. Je voudrais maintenant vous présenter un petit outil en ligne qui s'appelle GeoBra et que je vais vous inviter à utiliser, notamment pour les exercices d'application que je vais vous donner et que je corrigerai également sur GeoBra. Donc vous tapez GeoBra sur Google, vous cliquez sur le premier lien et vous faites démarrer graphique et vous avez accès à une calculatrice graphique. Donc dans cette calculatrice graphique, vous avez le graphique à droite qui va afficher tous les graphes que vous allez spécifier dans la colonne de gauche là. Donc quand vous pouvez écrire ici, taper des formules. Alors si vous ne savez pas trop la syntaxe au clavier, vous pouvez faire apparaître un clavier vertical qui va vous faire
qui va vous permettre de faire appel à des fonctions un peu classiques, hein. Vous avez le sinus, le cosinus, l'exponentielle, la puissance de 10, la racine, etc. Vous avez accès à des symboles aussi si vous voulez. Donc vous pouvez utiliser ça. Moi je connais déjà les symboles, donc je vais écrire directement dans les lignes de définition des fonctions. Et on va définir la fonction f de x qui est égale à ma fonction gaussienne. Donc c'était e puissance moins x carré. Voilà, en fait j'ai même pas besoin de mettre les parenthèses. Voilà, exponentielle de moins x carré. Et on retrouve la petite bosse que j'avais dessinée. Donc on peut zoomer un petit peu pour se rapprocher du centre de cette fonction. On retrouve la petite bosse qui passe bien par 1 en 0, qui est un maximum. La fonction tend bien vers 0 en moins l'infini et 0 en plus l'infini. Et j'ai des points d'inflexion. Alors, on avait dit que les points d'inflexion se situaient au point moins 1 divisé par racine de 2. Voilà. 0. Donc ici, je dois avoir un point d'inflexion. Et en principe, j'en ai également un en plus 1 divisé par racine de 2, 0. Et je dois avoir en B un deuxième point d'inflexion là. Alors, pour vérifier tout ce qu'on a dit, on va calculer la dérivée première de f de x. Donc, je calcule la dérivée première de f de x. Et que voit-on? Eh bien, on voit qu'elle est positive sur les valeurs de x négatif, elle est positive, et donc ça montre bien que la fonction gaussienne était croissante. Elle est négative pour les x positifs, et donc la fonction gaussienne est décroissante pour les x positifs. Donc ça marche bien. Il ne nous reste plus qu'à vérifier que la dérivée seconde s'annule en a et b, correspondant à des points d'inflexion, et surtout qu'elle est négative en 0, parce que c'est ce qui nous avait permis de conclure que la fonction gaussienne passait par un maximum. Donc je calcule la dérivée seconde, donc j'ai juste besoin de taper f' avec 2' de x dans GeoBra et ça me calcule directement la dérivée seconde. Et on voit quoi? On voit que la dérivée seconde s'annule en a, qui était mon premier point d'inflexion, ainsi qu'en b, mon second point d'inflexion, et qu'elle est bien négative, en 0, et donc que la fonction gaussienne passait bien par un maximum en 0. Voilà, donc voilà pour nos vérifications. Et donc les dernières choses que l'on va vérifier, ce sont les amplifications, amplification-atténuation. Donc imaginons que je multiplie la fonction par 2. Que se passe-t-il? Eh bien, je multiplie la fonction par 2, j'ai bien une amplification de cette fonction-là, puisque maintenant au lieu de passer par 1, elle passe par 2 en 0. Elle a été augmentée. Si je la multiplie par quelque chose qui est plus petit que 1, comme par exemple 0,2, hop, elle est atténuée. D'accord, donc ça c'est bien vérifié. Si je lui ajoute une constante, par exemple 2, elle est translatée verticalement. Alors bien sûr, si je lui faisais moins 2, elle serait translatée verticalement, mais vers le bas. Et pour finir, la dernière chose, c'était la translation horizontale. Donc à la place de prendre x, je vais prendre x moins 1, par exemple, au carré. Et on voit que le fait de l'évaluer en x moins 1 au lieu de en x, ça fait une translation horizontale et ça centre la fonction en 1. Voilà. Ah, et j'ai oublié dilatation-contraction, bien sûr. Donc si je multiplie cette fois x par 10, eh bien, ça a pour effet de contracter. Donc j'ai multiplié par quelque chose qui est supérieur à 1 strictement, donc ça contracte ma fonction. Et si je multiplie par quelque chose qui est plus petit que 1, ça dilate. La fonction là, elle a tellement dilaté qu'elle sort du cadre. Il faut que je dézoome vraiment beaucoup pour pouvoir m'apercevoir que c'est encore une gaussienne.
Alors voilà, ça c'est une petite introduction à GeoBra. Donc ce que je vais vous proposer de faire maintenant, en guise d'application, donc ça va être un exercice d'application. Et que je corrigerai la semaine prochaine, exercice. C'est vous allez regarder la fonction tangente hyperbolique de x. Donc la tangente hyperbolique de x, c'est une fonction qui est définie comme le rapport de sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de x. Et c'est la fonction exponentielle x moins exponentielle de moins x divisé par exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Voilà, donc vous allez faire les études à partir des outils que je vous ai donnés dans la vidéo aujourd'hui. Vous allez essayer de tracer l'évolution de cette fonction-là. Et vous allez ensuite la tracer sous GeoBra pour vérifier que c'était correct. Donc ça c'est la première application. Et la seconde application, pour regarder les atténuations, amplifications, etc., c'est vous allez regarder la fonction 2 fois tangente hyperbolique de 2x moins 1 plus 1. Voilà. Ça sera la fonction g de x. Ça sera la fonction f de x à étudier. Donc à chaque fois, vous l'étudiez sur papier en utilisant les outils que je vous ai donnés. Et ensuite, vous la tracez sur GeoBra pour vérifier que c'est correct. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.